Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette première vraie conférence organisée sur cette semaine. Aujourd'hui, on reçoit Bruno des Fous du Bois qui va nous parler de la biodiversité. Avant ça, je vais vous présenter un petit peu la classe dans laquelle je me situe aujourd'hui, qui est la classe d'Alix. Alors, au niveau de Saint-Exupéry, les classes de maternelle sont un petit peu particulières. On en a deux. La classe d'Alix et de Marie-Isabelle ici présente, qui j'espère complétera si jamais je ne suis pas complète sur la présentation ou si je dis des bêtises. L'idée de cette classe, c'est que les deux classes en fait vont travailler ensemble et les deux classes sont multiniveaux. Donc sur les deux classes, il va y avoir les trois niveaux, des petites, moyennes et grandes sections. L'idée étant d'amener les enfants vers l'autonomie et d'amener les enfants sur une entraide, une collaboration et du vivre ensemble et du travailler ensemble et du s'entraider aussi. Donc c'est vraiment un travail avec des méthodes pédagogiques qui permettent d'instaurer vraiment tout ce travail pédagogique. Il y a énormément de travaux pratiques aussi qui sont réalisés, comme la fabrication de voitures à partir d'éléments recyclés, des rédactions de carnets d'expériences à partir d'expériences faites, par exemple, sur des glaçons. Dans les classes, il va bientôt y avoir un petit lapin chez la classe de Marie-Isabelle et des grillons pour la classe d'Alix, si je l'interversion. Donc, des grillons dans la classe d'Alix et un lapin dans celle de Marie-Isabelle. Même chose pour responsabiliser les enfants. Et comme toutes les classes de l'école, même, voilà, vous avez à l'écran une merveilleuse voiture recyclée qui avait été faite par les enfants. Et puis, comme toutes les classes de l'école, les enfants de maternelle participent aussi au débat littéraire dès la petite section, où ils vont pouvoir étudier des œuvres littéraires sélectionnées spécialement pour leurs âges et parler en fait à partir de soi et non de soi, de leur compréhension des textes et des lectures qu'ils suivent. Voilà. Est-ce bien présenté? Ça va vous acquiescer, Marie-Isabelle? Super, merci. Donc, du coup, je reviens sur notre cycle de conférences. Et puis, merci beaucoup, Bruno. Bruno, les enfants vont le reconnaître, puisqu'en fait, il est venu en début d'année animer une journée de présentation sur la biodiversité et sur les insectes notamment, avec la pose d'un hôtel à insectes dans la cour de l'école. Un bel hôtel à insectes, d'ailleurs. Je vous laisse la parole, Bruno, et je vous laisse donc nous parler de biodiversité. Bonsoir à tous. Donc, je vais déjà vous parler un petit peu de mon parcours en deux minutes, parce qu'on a vraiment 20 minutes, c'est très court. Donc, je suis un ancien conseiller agricole, je suis en adoration pour la nature depuis l'âge de 11 ans que je n'ai jamais quitté. Je n'ai jamais eu ni de jeux vidéo, ni de quoi que ce soit, parce que j'étais tout le temps dehors. Et c'est vrai que j'ai grandi dans ce monde-là, et c'est quelque chose qui me passionne plus que tout. Et donc, aujourd'hui, on est dans une association qui s'appelle les Fous du Bois, qu'on a créée il y a maintenant 15 ans. On l'a créée parce qu'on se retrouvait le matin à boire un café on était trois ou quatre et on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quand on voit l'état de la planète et quand on entend les nouvelles qui nous tombent, qui sont de plus en plus désastreuses. Est-ce qu'on pourrait, nous, agir? Donc, on a voulu créer cette association. Aujourd'hui, nous sommes donc 17 ans, presque 16 ans après. On a 150 membres dans l'association. On a 2 salariés, actuellement une, mais on est en recrutement pour un nouveau poste de l'animation. Et donc, on espère pouvoir continuer à venir dans les écoles le plus possible parce qu'on est demandé de partout. Et quand je dis partout, on a un projet à la frontière belge. Voilà, donc, on est demandé dans toute la France. Et c'est un problème parce qu'en fait, on aimerait bien travailler localement pour des simples raisons de dépenses d'énergie, si on veut respecter la planète, et plutôt de créer des antennes. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut regrouper des associations qui ont les mêmes volontés que nous. Et donc, ça, c'est pas forcément facile. Donc, on espère que ça va se faire. On a 2 antennes qui sont en cours, qui vont émerger peut-être bientôt. Et donc, dans l'association, ma mission, moi, j'ai le poste de président et aujourd'hui, je m'occupe de tous les contacts avec les établissements scolaires, toutes les animations qui nécessitent d'avoir du matériel lourd, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on veut faire des animations qui soient vivantes, il faut déplacer du matériel. Et donc, pour vous dire ce qu'on fait actuellement, on est en plantation. C'est-à-dire que nous, chaque année, on plante entre 2000 et 5000 arbres. Et donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a passé les 50 000.
et je n'ai pas vraiment l'impression de les avoir plantés. Ce qui est bien, c'est que les arbres les arbres que vous plantez effacent ceux que vous avez plantés, et vous vous rendez même plus compte qu'en fait, vous devenez des planteurs réguliers, et vous agissez sur la biodiversité directement, on va en parler tout à l'heure. Donc, en fait, notre volonté aujourd'hui, c'est d'essayer de faire sortir les élèves de la classe le plus possible. Et je pense que beaucoup d'instituteurs et professeurs des écoles me suivront et diront qu'il manque de temps pour sortir. Et malheureusement, c'est des programmes qui sont comme ça. Il est désolant de voir que depuis quelques années, pour des questions de civisme, on ait retiré la part d'environnement pour y mettre une place d'instruction civique dans pas mal de programmes d'école. Je pense qu'on aurait pu retirer autre chose que l'environnement. Donc, quand on voit aujourd'hui où on en est dans pas mal de domaines. Donc, à partir de là, notre association, elle agit sur tous les leviers qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle participe à des actions avec d'autres associations. On est sur des foires pour faire des animations le week-end quand il y a des foires, évidemment pas en ce moment. Et bien sûr, le plus important, c'est à la fois aller dans les écoles et recevoir les écoles. On a un site de 3 hectares et demi, ici sur place. Donc, c'est une réserve de biodiversité qu'on a créée il y a 25 ans. On y a planté 2000 arbres. Et ben, chose absolument incroyable, c'est que c'était un grand champ. J'ai acheté la propriété en fait avec 5 arbres. Et donc, 15-20 ans après, ben, les chiffres du nombre d'espèces explosent. Et c'est pour vous dire que c'est ce qui nous fait, qui nous donne cette force de continuer, c'est de se rendre compte qu'en ayant simplement, et je dis bien simplement planté des arbres, on a réussi à faire venir énormément d'animaux qui se sont installés, qui ne font que passer, et d'autres qui se reproduisent sur place. Et donc aujourd'hui, on en est à 42 espèces d'oiseaux. Moi, quand je suis arrivé, il y en avait 9. On a une augmentation des mammifères qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé presque de nourrir et d'aider le monde qui s'est installé chez nous. Donc en passant de la martre au renard, en passant par une genette qui s'est installée l'année dernière. On a également des chouettes qui sont installées maintenant définitivement. On a des hirondelles qui se multiplient, donc on a de plus en plus de nids. Donc on voit bien qu'on est capable, en ayant juste un petit peu de connaissance, d'être un levier sur cette fameuse nature dont on pense bien sûr qu'elle est inabordable parce qu'elle est complexe. En réalité, la nature, elle se base sur des choses très simples. Si je vous dis, par exemple, quelle est la chose essentielle que vous allez avoir besoin d'avoir pour rester là où vous habitez aujourd'hui, ce sera le gîte et le couvert. Si je vous enlève un de ces deux éléments, vous donnez des migrants. Et les animaux, c'est le même principe. Et on oublie qu'ils ont besoin de ces deux choses. Donc, ils ont besoin à la fois de se nourrir et de se reproduire, et un endroit pour se protéger pendant les périodes d'hibernation ou simplement de repos. Et donc, quand on y réfléchit bien, c'est pas très compliqué. On est allé chercher les données qu'on avait besoin pour connaître un peu mieux ces animaux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est très simple pour bien des espèces. Vous avez un petit jardin, si vous avez un petit jardin, vous avez envie d'avoir de la vie. Alors, imaginons que ce jardin, il fait 500 mètres carrés ou qu'il en fasse 1000, peu importe. On a un petit potager et puis on a envie que ce potager donne des fruits, des légumes. Donc, on va avoir besoin de pollinisateurs. Alors, on va réfléchir sur le principe d'avoir le premier des hôtels insectes, c'est le tas de bois. Le tas de bois reproduit ou existant, mais du bois simplement qui est stocké. C'est une réserve inouïe d'insectes qui vont venir y passer l'hiver et s'y reproduire. Et donc, ce tas de bois, vous pouvez même le voir vivre pendant les journées chaudes du printemps. Vous allez voir la vie qui se développe sur un morceau de bois, sur l'activité. Vous allez entendre ce bois vivre qui va faire du bruit. Donc ça, c'est la chose la plus simple. On va également faire un tas de végétaux. On va y mettre des branches que habituellement on aurait tendance à brûler, alors qu'en fait, c'est une énorme aberration de brûler parce que quand on brûle des végétaux, tout simplement, on gaspille de la matière organique, de la future matière organique qui aurait permis de produire des légumes, de produire des arbres, de simplement enrichir le sol. Et donc, on va les stocker. Et puis, tous les ans, on va en remettre un petit peu dessus. Donc, on taille des branches, on en met dessus. On tond l'herbe, on met un peu de tonte. On n'en met pas trop non plus. Parce que sinon, ça peut fermenter. Et bien là, vous allez avoir le premier hôtel insecte de votre jardin. Et il va y recueillir des carabes, tout simplement, donc la famille des scarabées, qui, elles, sont des super consommateurs des prédateurs de nos légumes. Donc, sans avoir fait grand-chose, vous aurez obtenu des habitants qui vont venir intégrer votre vie, votre jardin, et qui vont travailler pour vous. Ils vont non seulement attaquer tous les parasites, mais ils vont en plus avoir une grande partie du nettoyage des pucerons, d'autres choses qui sont dans le sol et qui sont des risques pour vos racines. Ils vont intervenir en fait sur tout ça. Il faut savoir qu'un carabe, en fait, il va manger une quarantaine de limaces, voire jusqu'à 60 par nuit. Et vous allez me dire comment c'est possible. Un carabe grand comme ça, est-il possible qu'il mange? Et en réalité, il ne les mange pas, il les goûte. Et donc, du coup, il les tue. Et donc, en fait, il va
réguler votre population d'escargots et de limaces dans votre jardin sans que vous n'ayez aucun produit utilisé. Par contre, le carabe est territorial, donc il faut plusieurs petits tas de végétaux pour qu'ils fassent des couples et se reproduisent ainsi de suite. Donc, vous voyez, voilà, la base même, c'est utiliser vos premiers déchets de jardin pour faire un hôtel insecte le plus simple possible. Par contre, il faut l'alimenter. C'est un endroit qui va rester en permanence humide, en permanence à l'abri du soleil. Donc, les végétaux rajoutés par-dessus vont simplement faire que ces animaux ne quitteront pas ce lieu. Vous, vous entretenez la toiture et eux, ils font tout le reste. Donc, des exemples comme ça, il y en a énormément. Si on voulait développer la biodiversité simplement dans un autre petit, dans ce même petit jardin, eh ben, on aurait une partie simplement où on n'y ferait rien. Le simple fait de laisser la nature reprendre ses droits, vous allez avoir des floraisons que vous ne contrôlez pas, mais qui seront des plantes locales, à moins bien sûr que vous ayez des plantes invasives dans le secteur, mais ces plantes locales, elles alimentent nos fameux insectes qui sont des véritables dinosaures. Ils ne connaissent pas ces plantes qui viennent aujourd'hui d'outre-Manche, d'outre-Atlantique, et qui en fait sont des fleurs qui sont produites sur des arbres qui souvent ont pris la place d'un arbre de pays, arbre qui aurait été nourricier. Alors l'arbre de pays, c'est quoi? C'est 140 espèces en France. Donc on va avoir des grands arbres, des frênes, des tilleuls, on va avoir la famille des chênes, 600 espèces dans le monde, on va avoir des cormiers qui sont malheureusement des arbres qui ont disparu parce que le bois de ce cormier est inusable au frottement, et donc on a décidé d'en faire les pièces des machines agricoles qui avaient des frottements, et de ce fait, ce bois ne s'usait pas. Donc on a décimé les cormiers, et on a oublié une chose importante, c'est que c'est un arbre qui fabrique des petites poires, qui passent tout l'hiver accrochées à l'arbre, et même quand elles tombent, elles ne pourrissent pas. Et en réalité, c'est la première ressource de vitamines de tous nos passereaux qui vont arriver pendant l'hiver. Et donc, ces cormiers ayant disparu, eh ben, ces animaux se rabattent sur les fruits qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne digèrent pas. Et c'est malheureusement aujourd'hui ces arbres exotiques. Et donc, il faut aujourd'hui reprendre un petit peu la main sur notre nature. Alors, ça ne veut pas dire la maîtriser totalement, parce que ce n'est pas forcément la solution, mais par contre, essayer de la contrôler. Alors, notre principe à nous, c'est de dire, plus on plantera d'arbres, plus on arrivera à avoir de la biodiversité. Parce que l'arbre, c'est la base de tout. Un arbre, en fait, il est capable de rendre votre sol vivant autant que la vie qui est autour de lui. Imaginons un chêne de 50 ans, il abrite 40 espèces. Ce même chêne, 100 ans plus tard, on abritera 600. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a peur des grands arbres. Un arbre qui dépasse les 15 mètres, 20 mètres, est un arbre qui peut tomber. C'est un arbre donc, qui peut créer multiples problèmes. Et en réalité, c'est bien dommage parce que avoir peur des arbres, c'est la première des malchances, puisque toute la vie qu'on a autour de nous part de l'arbre. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'en passer. Si aujourd'hui on rasait tous les arbres de la planète, on est assuré de disparaître dans les 3 ans qui viennent. On n'aurait plus aucun pollinisateur pour simplement trouver à se loger et se nourrir. Donc on se rend compte aujourd'hui de l'importance de cet arbre. Alors où en est la situation des arbres en France? Eh bien, on va vous dire tout simplement que la surface de la forêt augmente. Alors, quand elle est vue d'avion, c'est la vérité. Le vert pousse et cette croissance est importante. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas de la forêt qu'on plante, ce sont des plantations d'une seule espèce. Alors, une seule espèce, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de la récolter au même moment, parce que la croissance est la même. C'est plus simple parce que la destination est toute la même. Donc aujourd'hui, on a industrialisé la forêt au point de ne pas penser que, par exemple, imaginez, vous faites une plantation de peupliers destinée au bois de papier, vous aurez des espèces animales inféodées à cette essence. Et donc, ce sont des papillons, il y en a une dizaine, il y aura quelques coléoptères, mais vous n'aurez rien de plus. Et en plus, ces animaux, étant donné que l'arbre est en surnombre, la nature va envoyer plus de prédateurs parce qu'elle veut réguler cette extension anormale de peupliers. Et donc, la nature va envoyer donc plus de moyens pour endommager, entre guillemets, en tout cas, poser des problèmes à ces arbres, donc on va encore plus les traiter. Et le traitement, lui, ne va pas s'arrêter à l'arbre, il ira dans le sol, et il polluera les nappes, et ainsi de suite. Donc, on sait qu'aujourd'hui, cette biodiversité, ce n'est pas là-dedans qu'on va la trouver. Alors, dans une forêt, c'est quoi une forêt? Une forêt, au départ, c'est une dizaine, quinzaine d'espèces d'arbres qui se succèdent immanquablement, qui vont vivre entre 200, 300, 500, 1000 ans, 1500 ans pour le châtaignier. Qu'est-ce qu'une vie humaine face à ça? Et c'est un peu peut-être par cette jalousie, aujourd'hui, on en arrive à ne pas considérer l'arbre comme une seule. Si aujourd'hui vous voulez arrêter le vent, le seul moyen, ce sera une haie champêtre pour vous ralentir le vent.
vous décidez de dire, tiens, tout simple, je vais faire un mur. Vous n'obtiendrez jamais le même résultat, vous aurez un tourbillon derrière votre mur et vous n'aurez rien ralenti. Et donc, il faut considérer que l'arbre agit sur tellement de leviers dans notre manière de vivre, à savoir que la ressource du bois en elle-même, pour vivre aujourd'hui dans des meubles sains, c'est certainement pas avec du bois collé, recouvert de plastique, qu'on va imaginer respirer mieux. On le sait aujourd'hui. N'empêche qu'aujourd'hui, ne pas aller Ikea, c'est difficile. Donc, on est toujours dans ce problème de considérer le coût et de considérer aujourd'hui la facilité d'obtenir un meuble aussi simple, aussi léger, mais qui n'est en réalité une source de poison à long terme. Donc, il faut essayer de voir aussi cette réflexion-là et de se dire qu'il y a plein d'artisans aujourd'hui qui n'ont pas de boulot et qui vous feraient des meubles à pas cher. Moi, j'en connais plein aujourd'hui. Et donc, c'est des choses aussi simples que ça font que, alors vous allez me dire, mais il va utiliser du bois. Oui, mais il va utiliser du bois local qui n'aura pas traversé le monde, qui n'aura pas été traité et qui finira où vous aurez le contact physique avec ce bois qui, en fait, est un élément essentiel. C'est-à-dire que c'est un être qui a été vivant et qui l'est toujours pendant encore des années. Et c'est une sorte d'énergie qu'on a perdue, c'est-à-dire de contact avec les éléments vivants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on entend des records de 6-7 heures d'écran par enfant, ces heures-là, ils étaient dehors. Et aujourd'hui, ils sont dedans. Et aujourd'hui, se déconnecter de la nature, ça veut dire que déjà, notre ignorance sur la nature est énorme. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, depuis que cette conférence a commencé, notre ignorance est accrue. Parce que pendant tout ce temps-là, on a découvert des millions de choses sur la planète. Donc, acceptons notre ignorance et retournons un petit peu sur les bancs de l'école, entre guillemets, en allant chercher quelques livres, en allant chercher quelques informations, en adhérant à la salamandre, par exemple, où il y a 3 niveaux scolaires, 3 niveaux d'âge qui permettent vraiment aux enfants de découvrir la nature, en adhérant à une association pour y participer directement, ou simplement en cotisant et en aidant des gens qui vont faire les choses pour vous, parce que ces gens ont simplement plus de temps, ont plus de moyens, et qu'ils peuvent transposer votre force au milieu d'un acte collectif. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre que si on arrive à maîtriser notre temps, on arrivera à récupérer du temps. Et si on récupère du temps, on pourra agir. Il est là un peu le problème, c'est la course au temps. Et donc aujourd'hui, s'impliquer dans une association régulièrement, c'est aussi mettre les dehors, c'est aussi retrouver dans un élément au milieu de la couleur verte. Et sachez que c'est la couleur et la seule qui est capable de vous reposer le plus parmi toutes les couleurs qui existent, de vous permettre de mieux vous concentrer. Et les enfants en ont particulièrement besoin. Et donc, reprendre ce contact, ça veut dire aussi tout simplement apprendre à connaître, parce qu'on ne peut pas aimer sans connaître et on ne peut pas aimer et connaître sans aimer. Tout ça, c'est lié. Je vous donne un exemple. On est en train de discuter autour d'une table, arrive une petite araignée qui se précipite sur la table et qui traverse la table en courant. On va avoir un recul de la plupart des gens pour une raison simple, l'ignorance. Alors que si je vous explique que cette petite araignée, en fait, si elle voudrait avoir, je dirais, la joie de se reproduire, eh bien, monsieur qui est beaucoup, beaucoup plus petit que madame, chez les arachnides, c'est souvent le cas, va être obligé de lui présenter un cadeau. Alors, il va capturer une mouche, il va en baver, parce que la mouche, il faut qu'il la prenne la plus grosse possible. Et une fois qu'il l'a capturée, il va l'emballer dans un petit paquet cadeau. Et ce paquet cadeau, je vous en prépare des photos, vous allez voir que c'est absolument incroyable, comme ce petit bout de vie va essayer de donner de l'esthétisme à ce cadeau. Une fois ce cadeau prêt, il va le présenter à madame. Elle va avoir le temps de le manger. Est-ce qu'il aura le temps de se reproduire? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait que quand je vous aurai raconté ça, vous aurez moins peur de cette araignée parce que vous l'aurez un petit peu plus connue. Et c'est ça le principe, c'est d'apprendre que si jamais vous voulez aller vers la nature, et si vous n'avez pas aujourd'hui la force, faites-vous aider. Allez voir des associations qui, elles, sortent tous les jours. Allez faire des plantations sur des sites comme nous avons. On a la chance d'avoir une réserve de 13 hectares. Donc, on a acheté il y a maintenant 4 ans. Et on y plante des arbres régulièrement parce que tout simplement, on n'a pas, il nous fallait un endroit où on puisse vraiment reproduire d'année en année, que les écoles puissent venir. En plus de ça, imaginez que vous avez un terrain où vous pourriez planter des arbres. Alors, vous avez 3000, 4000, peu importe. Vous avez envie de planter des arbres et vous avez envie de vous tourner vers cette biodiversité. On va donc vous conseiller de planter des arbres de pays. Imaginez que vous avez beaucoup d'arbres à planter. Et bien, pour la modique somme de l'adhésion à l'association, on vient vous aider à planter donc 400 ou 500 arbres. Nous, c'est 400 arbres dans la journée. Donc, vous voyez qu'on est capable de donner un coup de pouce. Et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que les projets de plantation, quand les gens nous ont croisés, et bien, au lieu d'en planter 50, ils vont en planter 100, voire 200. Parce qu'ils savent qu'ils ont une équipe qui sera là, qui leur garantira que l'hiver, même pas terminé, tout sera fini, le paillage sera fait, les protections gibier seront mises, voilà.
Donc ça, c'est aussi, je dis pas ce biais-là, qu'on arrive à inciter les gens à planter plus d'arbres de pays que d'arbres exotiques pour tout simplement répondre à une chose basique, la nourriture de base de nos insectes. Alors, pourquoi ces arbres sont si importants? Vous pouvez comprendre par le fait que, je vais vous prendre deux exemples. Imaginons le sureau. Aujourd'hui, ce sureau va accueillir 80 espèces d'oiseaux et 15 espèces d'insectes. 80 espèces d'oiseaux. Un seul arbre est capable de nourrir autant d'espèces. Sachez que quand je parle d'espèces, ce n'est pas d'individus, puisqu'un arbre peut accueillir entre 10 000 et 20 000 visites pendant sa floraison. Et donc, c'est énorme ce qu'il est capable d'offrir à ce monde vivant. Et donc, si après, je me transpose dans un autre domaine, c'est-à-dire le saule, le saule, ça va être 300 espèces d'insectes et 30 espèces d'oiseaux. Et donc, on se rend compte que mélanger, tout ça fait des milliers et des milliers de réceptacles pour recevoir ce monde vivant qui, ces insectes vont servir à quoi? D'abord, ils vont simplement participer à entretenir, à consommer tout ce qui doit être consommé, mais en plus vont servir de consommation aux futurs prédateurs que seront les oiseaux, que seront toute la chaîne alimentaire. Ces petits oiseaux, ces petits passereaux qu'on nourrit tous les hivers, eux aussi ont un rôle. Ils entretiennent la vie de nos faucons. Donc, vous voyez que la vie passera d'abord par l'arbre pour qu'on ait tout ça. Vous avez par exemple les pucerons. Les pucerons, les gens me disent on a des gros problèmes depuis 2-3 ans avec ces pucerons. Le premier filtre du puceron, c'est l'arbre. En fait, le puceron a des ailes. Mais est-ce qu'il vole? Eh bien non. Il est transporté par le vent. Et donc, si vous avez une haie d'arbres, des millions de pucerons sont arrêtés par ses feuilles, arrêtés sur ses branches, et là, de suite, la vie s'organise. De suite, il va y avoir les pontes, des coccinelles, les pontes, des chrysopes. Ces insectes nourriront d'autres insectes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que simplement vous avez au départ voulu simplement ralentir le vent dans votre jardin, et vous allez ramener la vie sans même le savoir. Et donc, on peut vraiment agir de toute manière, et surtout à tout niveau. C'est-à-dire que vous ayez un balcon, ou que vous ayez un jardin, ou que vous ayez envie d'aller plus loin, c'est-à-dire en allant sur des sites pour faire des plantations, ou alors carrément aider vos voisins quand ils plantent ou des choses comme ça, c'est déjà agir. Nous, on part sur le principe que l'arbre, à partir du moment où on l'a planté, on a la chance de le voir grandir. Alors, on ne le verra pas forcément vieillir, mais le voir grandir, c'est déjà nous accompagner. Et ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a quelques années qui nous a bouleversés. On venait de faire notre première plantation sur le parking de l'école du Fousseret. On est en 2007. C'est une maîtresse qui était vraiment dans l'environnement, qui a absolument insisté pour qu'on encadre une plantation. Donc, c'était notre première expérience. Quelques jours après, elle me rappelle et elle me dit Bruno, je te rappelle parce qu'il s'est passé un truc incroyable sur le parking de l'école. Et j'ai dit ah bon, ils ont abîmé les arbres? Ah non, non, pas du tout. Elle me dit est-ce que tu sais qu'il y a des parents qu'on ne voit jamais? Alors, je me demande, mais comment c'est possible? La réunion de rentrée, ils ne sont pas là. Les autres réunions ne sont pas là. Et les enfants prennent le bus depuis le premier jour. Et là, j'ai vu des parents que je n'avais jamais vus, accompagnés du gamin, qui lui montrait son arbre. Son arbre. Quand un enfant plante un arbre, c'est le sien. C'est le sien parce qu'en fait, l'acte a été complet. Il n'y avait pas d'arbre. Et quand il est reparti, il y avait un arbre. Donc ça, c'est des choses qui sont immanquablement et indubitablement importantes pour que l'enfant se positionne vis-à-vis de la nature. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette démarche. On a d'autres expériences. Je peux vous en raconter une petite qui fait que c'est passé il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois. Mon métier, j'ai une pension pour chiens et chats et je fais fourrière. Et je reçois une jeune dame qui arrive et qui me dit, voilà, j'ai trouvé un chien errant, donc elle me le donne. Et elle reste debout et elle attend quelque chose. Et je lui dis, tu as besoin d'autre chose? Elle me dit, vous ne reconnaissez pas? J'ai planté des arbres il y a 10 ans avec vous. Je lui dis, non, tu sais, tu as bien grandi. Donc elle avait 10 ans à l'époque. Et elle me dit, je suis repassé voir mon arbre également. 10 ans après. Donc vous voyez à quel point on peut se rendre compte de l'implication que cet acte aussi banal a sur le monde de l'enfance. Et je pense que si vous avez, vous en tant qu'adulte, parents, professeurs, planté des arbres jeunes, vous en rappelez. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue. Et donc, après, sur tout ce qui est... Alors, je vais m'arrêter peut-être un petit peu pour déjà savoir si vous avez des questions. C'est passionnant, hein. Donc, on vous écoute. Alors, allez-y, Khadija. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, bon, je continue. Je vous embête encore. Et donc, voilà, le principe aujourd'hui, si on voulait travailler sur tous les leviers, ce serait peut-être de commencer par essayer de connaître un peu mieux notre monde vivant,
Et donc, faire intervenir des gens. Donc, aujourd'hui, dans notre association, par exemple, on a Hermann Hensel. Hermann Hensel, c'est un monsieur qui, le premier oiseau qu'il a dessiné, il l'a mangé. Parce qu'il était dans un camp de concentration en Pologne et qui subsistait que comme ça. Et donc, je pense qu'il a été marqué par ces événements au point de devenir un des meilleurs ornithologues du monde. Et si vous voulez un bon livre sur les oiseaux, ce sera le guide Hensel. Il est capable de dessiner 1600 oiseaux de tête. Donc, vous voyez, on a des gens hyper passionnés dont la seule raison de vivre est la nature. Et c'est vrai qu'ils ont eu la chance de pouvoir donner leur vie et nous aider à mieux comprendre. Il a appris la semaine dernière que son livre était traduit en hébreu, il ne le savait même pas. Et donc, aujourd'hui, il prépare un nouveau guide. Et ce monsieur, ben, il intervient chez nous. Il n'est pas très loin d'ici, il est à côté de Saint-Martin. Et on était chez lui la semaine dernière pour faire des observations d'oiseaux. Et ben, c'est un monsieur qui peut peut-être un jour venir parler aux enfants des oiseaux, parce qu'il en a vraiment les moyens, beaucoup plus que moi. Et donc, on est aujourd'hui tous convaincus qu'en fait, ce partage, il se fait par deux moyens. Le premier moyen, ça va être que nous dépassions dans les écoles et que nous soyons accueillis de la manière dont on a été à Saint-Exupéry. Dites-vous que ce n'est pas toujours le cas parce que malheureusement, on marche entre guillemets un petit peu sur les plates-bandes des professeurs, alors qu'en réalité pas du tout. On est juste complémentaires, c'est-à-dire que nous, on ne se rappellera pas de tout ce qu'elle leur enseigne, alors qu'on l'a appris aussi. Mais par contre, on aura grandi avec une passion qu'on est capable de faire partager. Et d'autre part, on a ce moyen de faire sortir les enfants des écoles. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je vous disais tout à l'heure que si on a cette réserve de biodiversité, c'est justement pour recevoir des groupes. Le problème, c'est le transport. Le facteur limitant aujourd'hui dans les écoles, c'est ça. Donc, on a essayé de demander une subvention au département en disant, voilà, on a un projet, vous nous trouvez une subvention pour qu'on puisse déplacer tous les enfants du département une fois dans une année. Et donc, nous, on a les moyens aujourd'hui d'organiser ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne subventionne pas le transport parce qu'il est sale. Et donc, on leur a dit, ben, soyons plus malins que ça et trouvons des transports propres. Aujourd'hui, les bus électriques existent. Voilà, donc, ce qu'il faut aujourd'hui, ben, c'est que nous, on soit toujours derrière parce que l'idée leur a traversé l'esprit, ils n'ont pas trouvé la solution. Mais nous, on va encore continuer à les harceler pour qu'on ait un jour de quoi vous faire venir et de quoi, voilà. Et sans que vous soyez imputé du peu d'argent que vous collectez, du peu d'aide qu'actuellement les écoles ont avec ce phénomène Covid. Et donc, ben, ce serait le moyen de dire, voilà, tous les enfants ont le droit aujourd'hui d'aller un peu dehors, tous les enfants ont le droit de reprendre contact avec ce vivant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si notre monde va si mal et si les chiffres sont là pour nous dire que ben, on a perdu 40% des pollinisateurs sur la planète, c'est parce qu'on n'a simplement pas pensé qu'ils étaient importants. Aujourd'hui, l'ours et le loup sont des animaux emblématiques, mais s'ils disparaissent, on sera toujours là. C'est pas eux les plus importants, c'est pas les plus gros, c'est justement les plus petits. C'est ceux-là qu'il faut aujourd'hui protéger parce que non seulement ils sont nécessaires à toute vie sur la planète, tous les insectes interviennent en fait dans le cycle des plantes, voire même sont totalement dépendants. À savoir que, pour vous donner un exemple simple, imaginons une campanule, fleur avec un calice très profond. Les abeilles de ruche ne savent pas les polliniser, et donc on a besoin, donc, comme par exemple la fleur de tomate, la fleur de caféier, la fleur de cerisier. Les abeilles de ruche ne savent pas les polliniser. Donc, on a besoin des pollinisateurs sauvages, ceux qu'on oublie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lobby derrière, comme le miel. Et ben, ces insectes ont une telle importance aujourd'hui, on s'est rendu compte que si cette fleur de campanule, il y a une pression trop importante de la part des ruches, l'abeille de ruche va réussir à rentrer à l'intérieur. Elle va juste pouvoir prendre le nectar. Elle ne pourra pas atteindre les pistils et ne pourra donc pas reproduire la plante. Arrive derrière l'insecte qui est censé la polliniser. Il va arriver, il ne trouvera pas de nectar, donc ne descendra pas dans la plante et la pollinisera pas. Et donc mourra. Et la plante également. Donc vous voyez que les erreurs aujourd'hui de dire il faut mettre des ruches dans les villes, il faut en mettre partout, c'est une aberration totale, parce que ça ne représente qu'un tiers de la pollinisation. Donc vous voyez un élément où on doit intervenir, c'est vraiment là. C'est-à-dire d'arriver à contrer le greenwashing, qui aujourd'hui rentre partout, pour essayer de simplement compenser, voilà, c'est verdir une entreprise, ni plus ni moins. Donc un exemple, les entreprises nous appellent pour nous dire, on a eu le cas à Bordeaux, on voudrait que vous nous installiez un hôtel insecte. Mais j'ai dit, vous êtes trompé de fournisseur, nous sommes une association et non pas un fournisseur d'hôtels insectes. Et donc, ben, il dit, ah bon, mais pourtant vous avez des hôtels insectes qui sont magnifiques, on a entendu parler de vous dans telle et telle émission. Mais je dis, oui, mais nous, on a une contrainte qui est différente. Il faut qu'on éduque votre personnel, vos clients,
n'importe qui, mais quelqu'un qui vit sur place, doit apprendre à savoir pourquoi un hôtel insecte a été placé là. C'est pas un ovni. Et je pense que si aujourd'hui, on a des hôtels insectes dans les villes qu'on a placés il y a plus de 10 ans qui sont toujours en état, c'est parce qu'ils ont été remplis par des enfants, parce qu'ils ont été construits par des enfants. Et donc, ça leur appartient, et de ce fait, n'ont pas de raison de dégrader. Et c'est vrai que si on en revenait même à une base aussi simple que celle-là, on accuse tout le temps nos jeunes de détruire. Quand est-ce qu'on les fait construire? Quand est-ce qu'on les fait participer à la vie sociale? Eh ben, c'est ce qu'on veut aussi. Là, sur les derniers projets qu'on a faits, c'est des projets qui ont été très ambitieux parce que c'était des nouvelles choses pour nous. Mais on s'est dit, on ne va pas refuser parce que tout simplement, il n'y avait aucune association qui pouvait proposer de les aider. Un chantier jeune qui voulait faire une spirale aromatique, donc c'est un muret de 60 cm de haut, de 3 mètres de diamètre. On a de la terre qui monte progressivement, qui va recevoir plein de plantes aromatiques qui vont en fait servir non seulement aux gens qui viendront s'en servir, mais les plantes aromatiques, donc la famille des lamiacées, sont des plantes qui ont énormément de pollen et de nectar et qui en fait sont là pour compléter souvent le manque de fleurs sauvages qu'on a de moins en moins autour de nous. Et donc du coup, on peut faire cette compensation. Et donc on a voulu donc créer cette spirale aromatique. On s'y est attelé pendant une semaine pour travailler sur le projet. On l'a réalisé. La communauté de communes qui a participé au financement est super contente. On avait, il y a 2 ans, fait un hôtel insecte à côté. Et bien là, on est parti sur, je dirais, une politique de moyen terme, au moins, voire de long terme. Et c'est vrai que maintenant, on va faire une marque pédagogique sur le même site. Mais on va aussi la compléter avec de la prairie fleurie, parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de fleurs sauvages. Et que la prairie fleurie, c'est facile à faire. Je vous donne un exemple. Vous avez un petit jardin, vous voulez faire une prairie fleurie sans travailler le sol, c'est faisable. Et même à l'école. On prend une bâche à l'automne, on la plaque au sol, on lui donne un joli dessin, une belle fleur, un lapin, pourquoi pas. Et donc, on la plaque au sol pendant 3 mois. Au bout de 2 mois, 3 mois, on retire cette bâche, elle a été bien plaquée au sol, tout est mort. On a juste à gratter au râteau, à jeter des graines de mélange fleuri autochtone, donc françaises, de regratter avec le râteau, de piétiner et d'arroser. Donc on voit aujourd'hui, on a les moyens de faire les choses facilement, et même dans les écoles, parce que ça permet du coup de ne pas faire entrer un engin, de ne pas créer tout un système qui serait compliqué à gérer au niveau sécurité et qui a le même résultat. Donc nous, on a testé les deux et on a le même résultat. Donc des mélanges de prairies fleuries pour les écoles, on peut vous en fournir. On vous mettra en lien avec des associations ou des planteurs, parce que j'estime que ce métier-là, c'est un métier d'agriculteur, c'est créer de la graine et de la graine franco-française. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les mélanges que vous achetez pas cher, vous avez dedans des plantes comme le cosmos, comme les ignas, qui sont des plantes d'Amérique du Nord. Et pourquoi elles sont là? Parce qu'elles font beaucoup de graines et que ça se vend au poids. Et donc, il y a intérêt à ce que vous en ayez. Sauf que si jamais le cosmos se fait chez vous, c'est une catastrophe. Et donc, il faut penser, malheureusement, c'est que si vous voulez simplement écouter le monde tel que le monde vous parle, il ne vous proposera pas forcément les meilleures choses. C'est à vous d'aller voir si elles sont aussi bonnes qu'on le dit. Ça, c'est aujourd'hui le constat très, très dur, c'est que nous sommes aujourd'hui devenus ni plus ni moins que les cobayes. C'est nous qui devenons aujourd'hui les cobayes qui étaient avant les animaux qui servaient à faire les essais, qui étaient avant les plantes qui servaient. Aujourd'hui, on teste plus un produit, on vous le donne, et puis c'est à vous de réagir et dire s'il est bien ou s'il est mal. Donc, dans cette optique-là, il faut faire attention à ce qu'on achète. Exemple, l'hôtel insecte. L'hôtel insecte, aujourd'hui, on estime qu'environ 3/4 des hôtels insectes qui sont vendus en France sont des pièges insectes. Et pourtant, l'appellation aujourd'hui piège insecte, elle est dessus. Tout simplement parce que un hôtel insecte doit être durable. Donc, avec une toute petite partie de la population qui vient s'installer la première année, 10-15%, puis 30% l'année suivante, puis peut-être 50% l'année suivante. Mais il est déjà passé 3 ans. 3 ans pendant lesquels votre hôtel a pourri, parce qu'il était en bois de sapin, parce qu'il n'était pas couvert avec un vrai toit, parce qu'il n'avait pas un fond mélèze. Votre hôtel étant orienté à l'est, le mauvais temps est derrière, il faut donc le protéger le mieux possible. Donc tout ça fait que ces connaissances-là, il ne faut pas qu'on les laisse dans des bouquins, il ne faut pas qu'on les garde avec nous, il faut qu'on les partage pour que le moins de gens possible fassent ces erreurs et que vous ayez la certitude d'agir pour la biodiversité, plutôt que de dire je me suis simplement, je dirais, engagé à faire cette petite chose, je ne sais pas si ça marche. Vous pouvez le savoir si ça marche, vous pouvez contacter des associations pour vous aider à faire des actions qui soient réelles, et nous, on peut vous aider à ça. Dans la démarche, j'ai écrit un article il y a quelques années donc sur les abeilles solitaires, et je reprenais les choses que j'avais écrites à l'époque et qui n'ont absolument pas changé, c'est-à-dire que ça fait 3 ans, les chiffres se sont aggravés depuis, donc en vérifiant, et je me dis que j'ai pas assez agi.
c'est il y a 3 ans, voilà, et je trouve que le résultat, je ne l'ai pas. Et je pense que si tout le monde partait dans cette idée-là, c'est que acceptons l'échec, acceptons le fait que ce monde, il ne va pas changer demain, quoi. Par contre, si vous y mettez un tout petit peu de vous, vous déplacerez l'océan avec un doigt. Vous le savez, en mettant un doigt dans l'océan, vous déplacez l'océan. Et donc, partons dans cette idée qu'on est tous des toutes petites fourmis, mais que groupés, on peut avoir une action à très très longue échéance et sur des moyens dont vous n'imaginez pas. Et donc, le principe de dire, vous voulez agir sur la biodiversité, demandez-nous comment, on vous expliquera ce que vous pouvez faire dans votre vie à vous, dans votre cosmos. Votre vie, c'est un jardin, c'est pas un jardin, c'est vous pouvez aller jardiner quelque part. Voilà, tout ça, on pourra vous aider. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que si vous ne m'arrêtez pas... Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Et alors justement, vous nous dites qu'on peut tous agir à notre échelle. On est dans une école au centre-ville de Toulouse. On est tous quasiment en appartement ou en maison avec des petits, voire très petits jardins. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ce soir en rentrant chez nous pour agir concrètement? Alors agir ce soir, rien que ce soir, ce serait déjà de se dire est-ce qu'on a pris les transports en commun? Est-ce qu'on va forcément allumer le four pour réchauffer une part de pizza qui fait voilà, il faut se reposer plein de questions sur l'agissement. Est-ce qu'on doit laisser cette lumière aujourd'hui continuer à brûler avec son filament et est-ce qu'on ne peut pas voilà changer les ampoules? Regardez bien la liste aujourd'hui où vous pouvez agir. Pourquoi? Parce que toutes ces actions-là, elles agissent sur le phénomène climat et tous les phénomènes climat agissent directement sur la biodiversité, donc à toute petite échelle. Après, vous pouvez déjà changer un petit peu votre alimentation et vous dire qu'est-ce qui impacte le plus aujourd'hui la planète? C'est la viande, c'est aujourd'hui notre excès de viande non nécessaire à notre organisme qui fait que on réduit notre quantité de viande, on réapprend aux enfants à manger d'autres choses, mais ça demande aussi d'avoir le temps. Donc, je considère que nous, aujourd'hui, dans notre système de vie à la campagne, où moi j'ai un métier qui est saisonnier, on a le temps de faire les choses. Évidemment, quand les gens ont déjà 15 heures de prise sur 24 dans la journée, il est très difficile. Mais la manière le plus simple, c'est déjà d'essayer de voir si on ne peut pas se dégager du temps. J'aime ce mot se dégager, c'est-à-dire arriver à extraire du temps de ce manque de temps. Et si on arrive déjà à y sortir 1 heure le samedi et qu'on va en forêt, c'est un tout début. On n'est pas obligé de faire des kilomètres pour aller retrouver des arbres. On n'est pas obligé d'aller très loin pour retrouver une association. Et on peut déjà, du coup, avoir une action en extérieur, une action en groupe, une action sociale. Et je pense qu'on en manque tous aujourd'hui. Si vous saviez les plantations, comme on se régale en ce moment, où tous les gens arrivent, ils ont la banane comme ça parce qu'ils n'ont pas vu de gens depuis 3 semaines et qui sont en train de voilà. Et ou alors ces étudiants qui étaient là du Rotaract, qui étaient là dimanche dernier, ils sont venus, ils étaient 20. Ça a été une partie de plaisir voilà, pour eux autant que pour nous. Et ils nous ont dit vous nous rappelez, parce que si jamais ça peut être encore comme ça, nous on revient. Voilà. Si on entend ça, c'est déjà qu'on a agi nous-mêmes et vous avez agi sur la biodiversité pendant le même temps. Et donc voilà, après la liste des petites choses, si vous voulez, je pourrais vous envoyer peut-être quelques références de petits bouquins parce que vous n'avez déjà pas beaucoup de temps pour sortir, c'est pas pour vous faire lire des pavés, mais au moins vous ayez quelques petits éléments pour vous rendre compte que voilà. Et en plus, on a des références de bouquins pour les enfants, justement. Comment ces enfants-là, alors je pense que vous en avez certains évidemment, hein, mais je veux dire voilà, je vous ferai passer ça si c'est un plus. Sachez qu'on a en plus des documents à disposition. On a simplement qu'on ne les livre pas et qu'on ne les expédie pas, on attend de se croiser. On essaie de fonctionner avec un système de garder le contact. Restons en vie, vivons en 3D. Vous voyez, la chose la plus difficile qu'on a aujourd'hui en ce moment, c'est que là, je ne vous ai pas en face et je ne vous ai pas en présentiel. Et c'est quelque chose qui nous manque à tous. Donc, quand on a l'occasion de faire cette partie, je dirais, contact en même temps que la nature, c'est le deuxième effet qui se coule. Si on peut y arriver, ce serait vraiment génial. Donc, vous avez une association qui s'appelle Nature en Midi-Pyrénées, en Occitanie maintenant, et donc qui fait des sorties, qui fait des choses comme ça, et qui ne sont pas forcément les plus chères, et vous avez ça sur Toulouse même. Et puis après, vous savez que nous, on est prêt à vous recevoir, que ce soit pendant le week-end, que ce soit pendant les vacances, que ce soit, on a moyen de faire une petite balade de découverte sur les arbres, on a un arboretum sur place, on reçoit les classes, on reçoit même les bus entiers pour faire des animations, donc vraiment on est organisé pour ça. C'est juste que avec le Covid, ça c'est compliqué. Alors maintenant, trouvons des solutions. Hein, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le mal aujourd'hui qu'on a, c'est ce voyeurisme d'écran, qui fait que
on en oublie notre imaginaire. Et cet imaginaire, en fait, si on le regarde bien, il est énorme, il est gigantesque. Il pourrait faire bouger des montagnes. Il faut simplement qu'on continue à le garder près de soi, de toujours se dire, mais là, je sais que je peux peut-être changer ça, je peux le changer. C'est très dur parce qu'en fait, plus on avance dans l'âge, j'ai moins envie de changer parce que plus la monotonie nous rassure. Et en réalité, on se rend compte que plus on la remue, cette monotonie, et plus on est vivant. Et donc, c'est plus on reste dans la monotonie et plus on entre dans un cercle qui fait qu'on a moins d'émotions, on a moins de plaisir, on a moins de choses qu'on partage. Mais si on veut revivre avec de l'émotion, je pense que c'est déjà en étant en 3D, en étant dehors, en étant au milieu de la nature. Et je vous propose, moi, de venir à l'occasion sur une sortie, parents d'élèves, avec les enfants. Trouvons un moyen pour que vous alliez encore plus loin. Moi, je vous accompagne. Et je vous le propose gratuitement. Merci beaucoup, Bruno. Peut-être que si vous le souhaitez, maintenant, l'idée, ce serait de débrancher les micros et ceux qui souhaitent poser des questions, prendre la parole et échanger avec Bruno ou par rapport à leur vécu qu'ils souhaitent partager, bah, c'est le moment, quoi. Qui est bonne pour la nature. Oui. Voilà, c'est vrai. Et ben, tu sais, si tu mets quelques fleurs sur ton balcon, tu participes à nourrir les insectes. Il suffit simplement de choisir des bonnes plantes. Et je vais donner un exemple tout bête. Est-ce que tu sais combien de fleurs est contenu dans une fleur de pissenlit? Alors, tu vois la fleur de pissenlit, eh ben, imagine-toi que cette fleur, elle contient 1200 fleurs à elle toute seule. Une seule fleur contient 1200 fleurs. Donc, aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes ce pissenlit par terre, qui te semble aussi banal, eh ben, c'est une ressource en nourriture pour les insectes qui est absolument hyper abondante. Et donc, bah, le simple fait de ne pas couper les pissenlits dans son jardin et de les entretenir, eh ben, tu amènes de la vie et tu participes à ce que le monde soit encore meilleur. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, poser des questions? J'ai une petite question, Bruno. Je m'intéresse un petit peu, enfin, j'ai pas pris le temps encore bien, mais aux plantations de mini-forêts. Est-ce que vous auriez des informations à me fournir là-dessus, sur leur intérêt et sur les limites ou les risques éventuellement? Alors, le principe de la mini-forêt, il y a deux manières de le voir. Il y a d'une part la mini-forêt dite comestible. Alors, moi, je considère que le fait de nourrir l'homme, c'est essentiel. C'est de planter les arbres fruitiers. Voilà, c'est vrai que c'est important. Mais il y a déjà des gens qui font ça. Et c'est surtout que si on veut le faire pour la biodiversité, il faut rester dans la diversité. Et donc, ce qui est dommage, c'est de planter une concentration d'arbres fruitiers va entraîner automatiquement une invasion pour la nature de fruits. Et donc réagira. Et donc, automatiquement, on aura une attaque de prédateurs qui sera beaucoup plus importante. Il va donc falloir essayer d'estimer quels sont les prédateurs des prédateurs, donc en général des guêpes, qui viennent, qui sont capables de. Alors, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais je vais y revenir. Donc, le fait est que la concentration qu'on va avoir au niveau des fruits sur un même lieu, donc ce côté comestible, moi, je ne suis pas pour. Par contre, intégrer des arbres au milieu d'une haie, des fruitiers, ou mettre quelques arbres fruitiers, oui. Mais les mini-forêts telles que je les vois, c'est-à-dire 5000, 7000, 8000 mètres que d'arbres fruitiers, on va considérer que ces gens veulent aider l'homme et obtenir de la nourriture pour lui. Alors, le concept n'existe pas pour des arbres non fruitiers? Parce que j'avais même pas ça en tête, moi. Si, il existe. Il existe en fait le principe de la mini-forêt, c'est aujourd'hui de mettre le maximum d'espèces entre elles. Mais c'est malheureusement pas la définition de la forêt. À savoir que dans une forêt, on a des équilibres qui se créent entre les espèces qui sont dites dominantes, mais qui vont en fait protéger celles qui sont dominées. Ce rapport, il est en train d'être mis en exergue par la communication des arbres, et on sait aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux. On sait aujourd'hui que les arbres se font passer des messages entre les parents et les enfants, à savoir que sur les 15 ou 20 arbres jeunes qui poussent à côté, on a déjà des informations tout petits où l'arbre reçoit le principe il sait déjà s'il survivra ou pas, il sait s'il sera mangé plus tard ou pas, parce qu'en fait, on le nourrira moins bien, on communiquera moins bien avec lui, le choix sera fait entre les arbres, entre eux, le choix se fait entre eux. Et donc ça, aujourd'hui, comme on est en train de se rendre compte de ça, on se rend compte que de vouloir tout mélanger, c'est pas le principe parce que dans la nature, ça ne se fait pas. À savoir que les espèces dominantes ont un rôle
pour justement aider les autres. Et donc, si par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous connaissiez peut-être l'arbre l'alisier terminal. C'est un arbre qui fait de magnifiques fleurs, qui attire énormément. C'est un arbre qu'on ne peut pas planter en groupe, en tout cas en forêt. Il a besoin d'autres espèces. Donc on voit qu'il y a vraiment il faut en fait tout considérer. Considérer que si on plante des chênes, il va falloir qu'il y ait 15 ou 20 ans de pousses de chênes pour qu'on voit apparaître d'autres espèces et les chênes les laisseront venir. Alors que si, à ces mêmes endroits, on y plante des chênes, ils seront éliminés. Donc ça prouve que c'est cette mixité qui fait qu'une forêt est vivante. Et en plus de ça, on a ce problème de tous ces animaux qui vivent accrochés à chacune de leur espèce et qui ont besoin de se croiser parce que justement, je dirais les insectes inférieurs aux chênes ne vont pas sur le peuplier. Par contre, si les peupliers sont en bord d'une rivière, il y aura des échanges qui se feront. Ces échanges serviront à faire à la fois du nourrissage, de la reproduction. Donc les mini-forêts, c'est un super principe à condition qu'on ne veuille pas, qu'on tienne compte de certains équilibres, à savoir qu'on plante des arbres de haut jet bien écartés pour que les arbres de moyen jet, les arbustes puissent se développer. Il faut savoir que si on parlait de forêt, la forêt, en fait, c'est un stade final. Si je prends un hectare, que j'y fais rien pendant 50 ans, et qu'il y a des arbres autour, bien sûr, et qu'il y a des oiseaux, parce qu'il faut des oiseaux pour que les arbres soient plantés, eh ben, j'aurai une forêt. Eh ben, entre le moment où ce terrain sera nu et le moment où j'aurai atteint cette forêt, je serai passé par tous les stades où les plantules, arbustes auront profité de ça. Exemple, les ronces vont être là en pionnière, les arbres vont laisser tomber, les oiseaux vont laisser tomber des graines d'arbres, ces arbres vont pousser au milieu des ronces, bien protégés, et ce sera les plus beaux et les plus grands arbres. Parce qu'on aura eu justement cette liberté de nature qui, elle, n'a pas besoin qu'on intervienne, n'a pas besoin qu'on nettoie autour de l'arbre. Le principe même, c'est que l'arbre, lui, il va traverser ce couvert végétal. Ce couvert végétal, en réalité, le protège non seulement de la sécheresse, mais lui retient les feuilles qui vont donc être consommées par lui-même. Ben voilà, c'est un rôle hyper important. L'arbre qu'on voit au milieu d'un parc tout seul avec un gazon anglais autour, le pauvre. Voilà. Les pauvres feuilles qui servent à le nourrir, on les ramasse. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, un exemple, la forêt suisse. En Suisse, aujourd'hui, il y a minimum 9 arbres morts par hectare. C'est un minimum, mais ils peuvent aller jusqu'à 15. En France, on est à 1 à 2 arbres morts par hectare. On n'en veut pas plus. Alors qu'un arbre mort est 40 fois plus vivant qu'un arbre vivant. 40 fois plus vivant qu'un arbre vivant. Donc, quand on a ces chiffres-là en tête, on se dit, mon Dieu, laissons l'arbre aller jusqu'au bout de sa vie. C'est pas forcément dans la cheminée qu'il doit finir. Il a le droit aussi, peut-être, de passer par tous les stades, qui fait que il va être un puits de nourriture pour les pics. Il y a encore des enfants qui sont là, parce que s'il y a encore des enfants, j'ai envie de raconter une petite anecdote. Est-ce que vous savez comment le pic arrive à faire? Comment est-ce qu'il procède pour arriver à donner 40 coups secondes dans un arbre aussi dur que de la pierre sans avoir mal à la tête? Eh bien, il utilise sa langue. Il va contourner son cerveau avec sa langue. Il a une cavité spécialement faite pour ça. Il va tenir son cerveau avec sa langue, et là, il pourra taper tout ce qu'il veut sans avoir mal à la tête. Voilà, la nature est vraiment faite de choses magnifiques, et donc ces pics ont besoin de cette nourriture qui est la pourriture, enfin, voilà, tous ces xylophages qui vont se succéder espèce après espèce, et donc tout ça, il faut le reconsidérer. Une forêt dite, je dirais aujourd'hui primitive, comme on veut en faire je cherche son nom, vous êtes au courant? Il est en train d'essayer de replanter une forêt primaire, donc il va planter 20 000 hectares. Excuse-moi, son nom m'échappe. On est dans les semaines de plantation, on est fatigué physiquement, donc on a quelques soucis de mémoire. Et donc, ce projet donc, est de replanter une forêt primaire. Et donc, ça, c'est des projets qui sont superbes parce qu'en fait, on va mettre toute la science au service de ce projet. C'est-à-dire qu'on va avoir autant des spécialistes du sol, de l'air, de l'eau et de la terre pour enfin avoir un ensemble cohérent pour dire d'essayer de remplacer la nature. Parce que c'est bien ce qu'on veut faire quand on veut faire ça. C'est que les forêts n'étant plus là pour pousser toutes seules, les hommes émettant une pression incroyable sur la place, hein, plus on sera nombreux et plus on aura besoin de place. Et donc, ce qui fait que il faut considérer que
On voudrait aujourd'hui rattraper le temps de cette forêt qui poussait toute seule, mais elle est très longue à pousser, donc il va falloir trouver des moyens. Alors, est-ce que planter grand, c'est-à-dire planter un arbre grand, à savoir de 5 ans ou de 10 ans, est-ce que c'est une bonne chose? On a gagné 5 ans, on a gagné 10 ans. Eh bien non. Encore une fois, erreur humaine qui va très très loin, puisque vous êtes 80% de la population à acheter des arbres grands. Et en réalité, je vais vous expliquer pourquoi c'est une énorme erreur. Alors, je vais considérer bien sûr un arbre de pays, hein, je ne vais pas penser à un arbre exotique. Donc, je vais prendre un cognacier, un bon cognacier de France et non pas du Japon. Et on va considérer que vous avez envie d'avoir des points chez vous. Donc, vous allez chez votre pépiniériste. Et là, il vous présente un arbre qui est magnifique. Hein, il fait 2,50 m de haut, il a des feuilles, il a même un ou deux fruits. Et puis, on vous dit, bah oui, en plus, il n'est pas très lourd. Hein, le pot est grand comme ça. Alors, pour que l'arbre rentre dans un pot grand comme ça, alors qu'il fait 2,50 m, on lui a coupé environ 70% de ses racines. Donc, 70% de ses racines, il va falloir qu'il les reconstitue. Il n'a pas d'autre solution. Parce qu'il y a une corrélation existentielle sur le fait que les feuilles et le houppier, la partie haute de l'arbre, est totalement dépendante de ce que l'arbre va pouvoir absorber comme nourriture, et donc de ses parties racinaires. Donc, vous plantez votre arbre, vous êtes super content parce que dire, on a gagné 10 ans. Alors, moi, je vous propose la prochaine fois de faire une expérience, c'est venez à la maison et je vous donne un tout petit arbre d'1 an et vous allez le planter à côté. Surprise, surprise, dans 5 ans, il aura rattrapé. Et surprise, dans 10 ans, votre cognacier aura tout juste commencé à grandir parce qu'il aura mis 10 ans pour reconstituer la plupart de ses racines. Votre petit cognacier d'1 an l'aura dépassé, aura produit plus de fruits, ne sera pas tombé à la prochaine tempête parce que son enracinement aura été fait en fonction du sol. Son développement racinaire aura tenu compte du nombre de vers de terre qu'il y a au mètre carré, du nombre de nématodes qui seront là, qui vont. Voilà. Tout ça, c'est un facteur essentiel. Donc, vous voyez, c'est des petites choses, mais planter grand, ça ne fait pas rajeunir, parce que c'est inconsciemment peut-être pour ça qu'on plante grand. On voudrait vouloir le voir vieillir, parce que nous sommes en train de vieillir. Et en réalité, c'est vrai que qu'est-ce qu'une vie d'humain face à une vie d'arbre de 100 ans, de 100 ans, en sachant que certains arbres, il leur faut 50 ans pour être adultes et ne produiront rien avant. Donc, il faut reconsidérer le temps. Et nous, dans notre course effrénée à il faut que je me lève le matin pour aller me coucher le soir, on en oublie peut-être qu'au milieu de ça, on pourrait mettre un peu de couleur, un peu de verdure, un peu d'amour, un peu de sentiment, un peu d'émotion. Et tout ça, je ne le vois pas autrement que par le fait d'être vivant. Et vous ne pourrez pas être vivant au milieu du plastique et du métal, vous resterez vivant qu'au milieu des arbres. Donc, surtout, mettez le nez dehors. Si j'ai un message à faire passer. Merci beaucoup. Et ben, du coup, merci beaucoup, Bruno. Merci pour votre intervention. Je reste à votre disposition. Je suis quelqu'un de disponible pour les gens qui veulent avancer dans ce sens. Vous pouvez venir autant intégrer notre association que nous appeler, nous poser des questions. Si vous avez des doutes dans votre jardin pour faire certaines choses, n'hésitez pas. On est des non-produits, c'est-à-dire qu'on voudrait vous apprendre à jardiner même sans produits bio. On en est capable, et c'est ce qu'on fait ici dans une serre pédagogique, donc on peut vous donner des petits coups de main sur pas mal de choses. Si vous n'avez pas de jardin, si vous voulez aujourd'hui trouver un endroit pour sortir, sachez que la réserve de biodiversité est ouverte au public toute l'année, sans aucune contrainte. Il y a des toilettes, il y a des tables, vous pouvez aller y faire un pique-nique, on peut s'y retrouver pour parler d'arbres et parler de biodiversité. Donc vous voyez, on fait vraiment tout pour que vous mettiez le nez dehors. Maintenant, à vous de vous prendre par la main. Bah, merci beaucoup, on n'y manquera pas, je pense. Ouais, bah, de toute façon, je vous attends. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci pour votre intervention. Merci à vous de m'avoir écouté et merci, j'ai envie de vous dire, comme je dis d'habitude, d'avoir passé tout ce temps devant la télé et on est devant des écrans. Parce que quand les gens viennent en conférence, voilà, je finis toujours par leur dire, si vous êtes resté là à écouter et à parler nature, vous avez au moins pas été mangé par un feuilleton télé et par une série télé. Donc voilà, là, je peux pas le dire, on est devant un écran. Mais c'est quand même ce qu'on souhaite, c'est déconnectez-vous et reconnectez-vous à la nature. Voilà. C'est le premier message qu'il faut aujourd'hui se répéter tous les matins en soir. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous et bon courage pour tout ça. Merci, c'est très gentil. Mais nous, du coup, on se retrouve demain pour donc aussi à 20h. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous êtes bien sûr le bienvenu, plus en tant que participant, mais en tant que
en tant que spectateur. Et c'est l'association La Mer avec Jules qui viendra nous parler en fait cette fois de réinsertion des publics en fait de jeunes en difficulté et d'inclusion aussi à travers des voyages en voilier de courte et moyenne durée. Voilà. Bon programme de demain. Merci beaucoup pour votre disponibilité, merci beaucoup pour votre conférence. On a appris énormément de choses et voilà, vraiment merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.